En premier. OK, alors la deuxième personne, c'est une jeune collègue, mais une très grande dame déjà. Elle aussi est née en Afrique, mais elle est citoyenne espagnole. C'est une professeure à l'UCAD, du Cheikh Anta Diop à Dakar, et elle est spécialiste des questions de genre. Oh, OK. Et c'est une auteure du déjà acclamé Femme noire africaine. Alors, je vais te donner la parole en premier au Dom. Pardonne-moi ce tutoiement, ça peut se faire en ami, puisqu'on se connaît bien. Un mauvais, alors fromage, quelque chose de sain en général. Mais ça, c'est des hypothèses. Nous, c'est fait avec les entreprises agroalimentaires, les critères. Là, ils sont en train d'essayer de réformer la chose, mais en fait, c'est les entreprises qui participent. Donc là, c'est la logique d'économie. Je vais me croire à Libreville. On peut leur dire de faire de Libreville. Excusez-moi, Bonaventure, d'avoir ce commentaire. Est-ce que tout le monde peut fermer son micro? Là, j'essaie de fermer tout le monde, mais... Fermez vos micros, les amis, et puis on peut mettre Odom en grande... Merci de votre patience. Ouais. Alors, je pense qu'on va y aller. Non, mais peut-être sur elle. Oui, elle va prendre la parole, ça va. OK, super. Professeur Odom, on vous donne la parole. Alors, merci pour l'honneur qui m'est fait de me donner la parole en premier. Je suis ravie de participer pour la première fois à ce cycle de conférences. Je tiens déjà d'entrée de jeu à remercier Violaine, c'est elle qui est finalement à l'origine de cette invitation-là. Je remercie naturellement aussi Bonaventure Viodor, le professeur. Je remercie très spécialement Yolande Cohen pour avoir accepté de se prêter à ce jeu, à cet échange que nous aurons tout au long de ce moment de conversation. Avant de commencer, étant donné, en fait, évidemment, remercier William, qui est quand même la cheville ouvrière d'un point de vue technique, même s'il est assez discret sur la question. Avant de commencer, je voudrais rendre un hommage et manifester toute ma solidarité aux familles gabonaises de façon générale et toutes les personnes qui étaient à bord d'un navire qui a naufragé le 9 mars dernier à Libreville. Donc, à partir d'aujourd'hui, du 14, 15, 16, le gouvernement gabonais a décrété 3 jours de deuil parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de personnes disparues et plusieurs dizaines de personnes décédées. Et pour un pays qui a à peine 2 millions d'habitants, quel que soit le nombre de personnes décédées ou disparues, c'est déjà lourd d'un point de vue humain. Et rappeler aussi que ce sont des choses qui auraient pu s'éviter si tout le monde faisait tout simplement son travail avec un peu de rigueur. Avant d'entrer de plein fouet dans le cœur de ma contribution, je finis mes salam alek de façon spécifique en souhaitant un excellent mois de mars, spécialement aux femmes qui nous écoutent, mais aussi toute ma sororité ou fraternité à nos alliés masculins, puisque la question des droits des femmes est en fin de compte une question de droits humains. Durant le dernier trimestre, je vais dire, de l'an 2016, j'avais gribouillé un manuscrit inédit à ce jour intitulé « La guerre des clics au Gabon ». Le sous-titre précise l'axe de mon analyse qui porte sur l'impact et les enjeux des réseaux sociaux sur la communication politique et institutionnelle au sud du Sahara. L'ossature de cet ouvrage inédit est née de l'insomnie d'une nuit allant du 30 au 31 août 2016 à la suite des crépitations d'une crise post-électorale prévisible au Gabon dès l'annonce des résultats vivement contestés des dernières élections présidentielles. Littéralement déconnecté du monde entier dès cette nuit, le Gabon, le pays, la République gabonaise, connaîtra le plus long couvre-feu numérique de son histoire depuis l'avènement du nouvel ordre mondial cybernétique. Durant un long et interminable mois, les communications furent perturbées, pour ne pas dire littéralement coupées, entraînant ainsi une pénurie d'Internet sans précédent dans le pays, comme qui coupe l'eau ou l'électricité à un pays tout entier, étant donné qu'Internet s'avère pour beaucoup désormais un bien de première nécessité. Il n'y avait pas de possibilité ni d'envoyer un message du Gabon, ni d'en recevoir un par WhatsApp. Facebook et tous les réseaux sociaux étaient inaccessibles. On disait d'ailleurs, par la rumeur, que toutes les lignes étaient sur écoute.
Pour joindre un proche à Libreville, il fallait tenter plusieurs fois, et ce n'est qu'au bout d'une énième tentative aléatoire que l'on entendait un halo miraculeux, brouillé et grésillant qui pouvait se couper à tout moment. Je rappelle que le titre de ma communication, c'est bien la politique africaine à l'ère du numérique, et que le sous-titre porte de façon spécifique sur la crise post-électorale gabonaise de 2016 en articulation avec le cybersexisme. Donc, je voudrais déjà, dans un premier temps, faire une sorte de récapitulatif pour en venir à l'objet même. Dans la nuit du 31 août, en tant que citoyenne en résidence au Sénégal, je me réfugie d'abord sur les réseaux sociaux pour y déverser ma bile en guise d'indignation, comme le faisaient la plupart ou comme le font désormais la plupart des Gabonais. Très vite, je réalise que les débats sur Internet sont comme un cul-de-sac, épuisants, improductifs et psychopathogènes. De plus, échanger avec des interfaces à longueur de journée, cachés la plupart derrière de faux profils et de faux comptes décuplés par milliers, ressemble à bâtir une sorte de cité faite de châteaux de sable. Je décide alors de changer de stratégie. Devant mon ordinateur, dans un premier temps, je choisis d'écrire un article sur l'impact des réseaux sociaux sur la communication politique et institutionnelle en Afrique francophone, en m'inspirant bien entendu des élections présidentielles gabonaises. C'est plus tard, au vu du matériau glané sur les réseaux sociaux et de la tension qui se lisait entre internautes à travers des échanges liés à la situation politique du Gabon, que je choisis d'adjoindre au titre initial, au sous-titre « Guerre des clics », telle une boutade, en souvenir à l'inénarrable nuit du 30 au 31 août sur Wikipédia. Une nuit, pour mémoire, qui fut le lieu d'une guerre des tranchées entre cyberactivistes et hackers autour de la démographie virtuelle de la province du Haut-Ogooué, qui a déterminé d'ailleurs le résultat définitif des élections présidentielles. De fil en aiguille, pour une étude plus approfondie, la chercheuse prend le dessus sur la citoyenne, si bien que le choix d'un livre s'impose à moi, au lieu d'un article ponctuel tel qu'initialement envisagé, étant donné que dans le cas d'espèce, l'écriture va devenir un puissant sédatif et une thérapie efficace contre l'abîme. Par formation ou par déformation professionnelle, je me propose dès cet instant d'écrire un ouvrage pouvant servir de base épistémologique sur les mésusages du numérique au sud du Sahara. Au bout de mon analyse, j'en suis arrivé au constat que les réseaux sociaux et plateformes numériques ont été pris d'assaut par des citoyens africains de façon générale pour en faire de nouveaux espaces de la contestation. Il s'agit de ce que l'on pourrait désormais appeler les nouvelles utopies de la contestation dans le cyberespace, ou plutôt le transfert vers le cyberespace des tensions catégorielles existantes au sein du tissu social. Il apparaît en effet que la démocratie Internet, ainsi que l'a souligné Dominique Carbon dans son ouvrage, n'est pas une donnée absolue. Elle est sorte porteuse de promesses en ce qu'elle offre de nouvelles perspectives pour un espace public augmenté, mais elle présente aussi des limites évidentes. Autrement dit, avec Internet, une nouvelle façon de faire la politique et surtout de s'opposer va voir le jour. Pour une jeunesse africaine bafouée et non prise en compte par les gouvernants, il va devenir difficile de s'accommoder d'une existence qui brime l'idéal et congédie le futur, d'une façon de faire la politique qui criminalise les audaces légitimes et s'aborde le droit au rêve fécond. Une politique de l'omerta, inconséquente, sans lien social, qui tend à conduire chaque jour à ensemencer la construction constante de nouveaux imaginaires générateurs d'une négro-africanité numérique dans le concert tentaculaire de la globosphère mondiale. Ainsi, on peut dire que désormais, la cyber-utopie est installée au sein des pays d'Afrique en tant que voie, VOIE, VOIX, voie émancipatrice d'une utopie au présent. Le cyberactivisme sur le continent serait ainsi une synthèse dilatoire entre l'élite et les couches populaires dont l'ambition légitime est de devenir des auto-représentations symboliques et testimoniales de réalités vécues par elles-mêmes, sans un intermédiaire. À travers les réseaux sociaux,
Ces couches populaires apparaissent d'abord comme des volontés enchaînées par le conditionnement, l'oppression ou l'inertie, et ensuite, malgré tout, comme une force collégiale, syndicale et émancipatrice, parce qu'elles osent atteindre l'impossible par les voies de contournement qui n'ont besoin d'aucune autorisation expresse ni de permission préalable pour s'exprimer. En effet, les citoyens et citoyennes jeunes, la plupart, ne sont plus des citoyens classiques comme à l'époque de leurs parents. Ils s'informent d'une autre manière et suivent d'autres règles culturelles et dont le cyberespace constitue le principal abreuvoir, mais aussi le plus grand exutoire. De plus, la société civile a recouvré une autonomie qui est en train de tout révolutionner avec une capacité de mobilisation autre par des voies de contournement et sans frontières. En effet, l'hyperpolitisation des jeunes, leur nouvelle conscience citoyenne, c'est-à-dire l'omniprésence de la politique dans leur quotidien et l'implication que cela sous-entend, s'observe en partie par le recours au cyberactivisme. J'en viens à présent au cœur de mon intervention sur la société du spectacle à partir du cas de Tata Huguette, une cyberactiviste gabonaise qui fut victime de revenge porn en août 2017. À titre de rétrospective, fin novembre 2016, Marie-Madeleine Mboranso, présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise depuis sa création, et faut-il le rappeler, ex-maîtresse de feu Omar Bongo Ondimba et par ricochet, belle-mère de Ali Bongo Ondimba, est descendue au luxueux hôtel Four Seasons de Washington avec son compagnon Lin Mombo, dans le cadre d'une visite privée. À la suite des bourrasques de l'élection présidentielle qui vient de s'achever au Gabon en 2016, donc elle s'en va en 2016, en novembre 2016 à Washington, les élections ont eu lieu en août 2016. Les Gabonais ne décolèrent toujours pas depuis une crise post-électorale qui continue de saper l'ambiance en entravant profondément le vivre ensemble. C'est ainsi que les Gabonais de la diaspora, déterminés à en découdre avec les collabos du système, ont décidé de traquer au cours de leur mission à l'étranger tout membre influent du système ayant permis indirectement ou directement la réélection considérée comme frauduleuse d'Ali Bongo Ondimba ou tout individu permettant le maintien au pouvoir de son système. Nous sommes en 2017. Pour plus de visibilité et d'impact, les cyberactivistes transmettent régulièrement leurs actions en live sur Facebook pour que le monde entier voit sans filtre comment ce régime est tenu. Le leitmotiv est sans équivoque. Je cite, « Puisqu'ils nous empêchent de rêver, nous allons, nous, peuple, les empêcher de vivre et de dormir. » Parce qu'en s'abordant la dignité des concitoyens, en tirant sur des compatriotes vulnérables et sans défense, ce régime a perdu le droit, cette fois, de diriger ce Gabon-là, une nation 2.0. La dernière élection présidentielle a profondément indigné les Gabonais tout camp confondu. C'est pourquoi des personnes infiltrées dans le camp au pouvoir divulguent systématiquement les vols de plans à l'étranger, les plans de vol à l'étranger et relaient les calendriers de mission des personnalités politiques du gouvernement gabonais aux chameurs, comme ils les appellent, donc les résistants de la diaspora, pour les désavouer. Les compatriotes cyberactivistes qui résident aux États-Unis vont donc être informés du séjour de la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise et de son compagnon aux États-Unis. Ils décident donc d'aller leur dire bonjour à leur manière. Parmi ces cyber-résistants se trouve Dana, une cyberactiviste plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tata Huguette, la voix de la masse silencieuse. Diffusée en direct sur Facebook, on peut voir les manifestants armés de banderoles et de pancartes scander des messages hostiles aux deux touristes gabonais avant d'être conduits par la sécurité de l'hôtel quelque temps plus tard, non sans avoir interpellé Lin Mombo, le compagnon de la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, qu'ils réussissent à croiser dans le hall de l'hôtel, à défaut de tomber nez à nez avec
la présidente de la Cour constitutionnelle. Grâce à l'effet multiplicateur du cyberespace, la webosphère gabonaise s'enflamme, la vidéo fait des dizaines de milliers de vues en un temps record. Tata Huguette, une activiste gabonaise de la diaspora basée aux États-Unis, on peut le préciser, est originaire du Haut-Ogooué, la province d'origine d'Ali Bongo et de la présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a donc, comme tout Gabonais, dans un pays de moins de 2 millions d'habitants, des parents et ramifications dans l'échiquier qui gouverne. Marie-Madeleine Mbourantou serait ainsi sa grand-mère. En effet, selon ce que les éléments de la vidéo laissent croire ou entrevoir, la familiarité avec laquelle Lin Mombo, le compagnon de la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, la traite, malgré la tension à fleur de peau, autorise des individus à ventiler une version à peu près crédible qui laisse croire que Tata Huguette serait un indique du système gabonais et qu'elle aurait reçu de l'argent durant le séjour du couple Mombo-Mbourantou aux États-Unis. La rumeur enfle et prend une telle ampleur que les rapports entre ces vieux acolytes résistants des États-Unis prennent un coup fatal. La voix de la masse silencieuse, Tata Huguette, fait désormais cavalier seul. Parce que des factions du cyberactivisme s'entredéchirent pour une histoire d'argent qu'elle aurait perçue pour plomber la résistance. Toutefois, aucune preuve à ce jour n'est fournie. En août 2017, à quelques semaines du premier anniversaire marquant l'élection surréaliste du deuxième mandat du président gabonais en exercice, une sextape de Tata Huguette est jetée en pâture au monde entier par l'entremise des réseaux sociaux. La vidéo de moins de 2 minutes, manifestement filmée par elle-même, se propage de portable en portable et de réseau en réseau. Son visage est à découvert dans une posture de masturbation crue qui ne laisse point de place à l'imagination. Le storytelling autour de la vidéo jugée pornographique de Tata Huguette, diffusée hors de son contexte initial, offre plusieurs pistes de lecture. Jetée en pâture, la nudité de Tata Huguette en exhibant sa sexualité au monde entier n'avait pour but essentiel que d'atteindre son intégrité physique et psychique afin de tuer symboliquement la citoyenne Dana, lui ôtant ainsi toute validité, toute autorité et toute légitimité à poursuivre son cyberactivisme. Ce qui, de facto, réduisait son engagement politique en une série de buzz frivoles sans crédibilité à l'avenir et même par le passé, par effet rétrospectif, c'est-à-dire depuis le début de ses incursions cybernétiques. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, du moins après la diffusion de cette vidéo-là. Habituée à faire des vidéos live Facebook sur son compte, Tata Huguette s'est limitée dans les premiers jours et même jusqu'à aujourd'hui à ne faire désormais que des audios live ou des posts sporadiques après une longue convalescence. Dévoiler la nudité des femmes sur Internet depuis la dématérialisation de l'humain via sa réincarnation sur les réseaux sociaux est devenu l'acte 2.0 du système patriarcal dans sa dimension numérisée. À l'aide principalement de faux comptes et divers faux profils, les usurpateurs et les assassins du net se sont servis de la nudité de Tata Huguette pour créer un buzz hors du commun. Les tabloïds de la spéculation collapsent, occasionnant un bug sans précédent parce qu'à la fin de la vidéo, elle fait une dédicace aguicheuse à un énigmatique JP correspondant aux initiales de l'adversaire politique, candidat donné vainqueur par les internautes opposants au président en exercice au cours de la dernière élection présidentielle de 2016 au Gabon. Les donneurs de leçons ne tarderont pas à se disputer la tête du peloton, parodiant, insultant, ridiculisant, incriminant Tata Huguette pour sa légèreté ostentatoire, oubliant de s'indigner contre l'agression dont elle est victime, le revenge porn. Il s'agit d'un acte cybercriminel qui consiste à diffuser sans le consentement de la victime des images de sa nudité filmées dans un cadre privé. La cyber-résistance, née de la dernière élection gabonaise, l'élection présidentielle gabonaise, s'est écartée de l'objectif initial et fonctionne en rang dispersé.
Ce qui aurait dû être un débat d'idées va se transformer ici radicalement en un débat de jupons pour n'encenser qu'une pépinière de jurons. Facebook et tous les réseaux sociaux sont devenus des rings où les hypercutes pleuvent et tant pis pour des chaos. Ainsi, le revenge porn, et plus particulièrement l'acte posé contre Tata Huguette, ne fut pas qu'une simple colère, revancharde et ponctuelle, mais un funeste, sadique et cynique assassinat social. Il n'est pas sûr que les victimes puissent guérir de telles blessures psychiques et symboliques. Elles risquent plutôt d'être marquées à vie. L'inhumaine cruauté de cet acte permet de redécouvrir les valeurs partagées par la communauté des nouvelles déshumanités augmentées où la société du spectacle éphémère autour du buzz s'alimente avec avidité et délectation des comédies dramatiques où la mise en scène des objets aléatoires, dérisoires et donc accessoires nourrit les fantasmes et la surenchère d'un imaginaire glouton. Un assassinat social au revers pervers, à effet multiplicateur, destructif, irréversible, car multiforme. En effet, il est démontré que les victimes de revenge porn souffrent de graves problèmes de santé post-traumatiques, dont la dépression, le stress, l'angoisse, la folie et même des tentatives de suicide. L'ostracisation sociale, une perte d'emploi, d'une évidente difficulté à reprendre même une vie sexuelle sereine, confiante, normale. Le revenge porn n'est donc pas un jeu virtuel, mais une agression certes numérique avec une incidence directe sur le terrain, c'est-à-dire dans la vie d'une personne en chair et en os. Sans autre issue face à l'irréparable, malgré le choc des premiers jours, la riposte de la victime est immédiate et constante pour ne pas perdre le combat sur le plan cybermédiatique, où elle subit un lynchage sans répit. Elle promet de contre-attaquer en portant plainte selon ce que prévoit la législation française ou américaine pour le cas des actes cybercriminels de cette nature, étant donné que l'une des principales personnes soupçonnées d'avoir diffusé la vidéo se trouve géographiquement en France, tandis qu'elle, la victime, se trouve aux États-Unis. On peut donc imaginer ici ce que cela suppose en termes de casse-tête juridique. À l'origine, pour finir, le revenge porn, devenu ici une arme politique dissuasive, traduit le signe symptomatique d'une société décadente. Traduit en français par vengeance pornographique ou revanche pornographique, le revenge porn est un acte dit passionnel dont les victimes sont principalement des femmes. Il s'agit en réalité d'une forme de cybercriminalité qui se traduit par le partage public en ligne via les réseaux sociaux d'un contenant intime, sexuellement explicite, sans le consentement de la victime. Le terme revenge renvoie ici à une forme de vengeance et de revanche orchestrée à l'origine par un ex-partenaire après une rupture mal digérée pour nuire à l'autre. C'est pourquoi les images et vidéos téléchargées sont généralement accompagnées de renseignements personnels comme l'identité complète de la personne, son adresse, son lieu de travail et plus facilement des liens vers ses profils ou faux profils créés sur les réseaux sociaux afin de mieux d'identifier et d'exposer ainsi la victime. En effet, ce n'est pas l'acte sexuel consentant qui fait d'un individu, homme ou femme, une victime de revenge porn, mais le fait que cet acte sexuel, filmé à son insu ou pas, soit rendu public sans son consentement. Au Gabon, à la suite de la crise post-électorale de 2016, le revenge porn va devenir une arme redoutable liée à une frustration citoyenne qui ne désemplit pas pour discréditer un adversaire politique ou pour le neutraliser dans tous les sens du terme. Nombreuses sont évidemment, hormis le cas que je viens de vous exposer, des personnalités connues ayant été victimes de cette pratique à la manœuvre de cyberactivistes tapis dans l'ombre de l'anonymat d'un clavier. Dans un contexte sociopolitique pollué, le phénomène n'est donc pas une question périphérique à la question évidemment non exhaustive de plusieurs cas connus. Et je m'arrête là parce que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un extrait que j'ai tiré d'un ouvrage inédit à ce jour. La suite, je la réserve pour la conversation. J'ai aussi fait, je pense, copier-coller des références qui pourraient servir pour lire davantage sur les impacts protéiformes et psychiques du revenge porn, mais je n'arrive pas à copier-coller et le mettre dans la conversation. Je vais essayer de le faire avant la fin du débat. Je vous remercie.
Donc, j'en ai fini. Je vous remets la parole. Alors, bravo, Odom. Alors, bravo, Odom. Je rappellerai à mon collègue, le recteur Bonaventure Mbiondo, et à William qu'ils peuvent prendre la parole à mes côtés. J'en serais ravie. Je vous donne tout de suite la parole ou je... Oui. Le problème, c'est que j'ai un PowerPoint. Il faudrait que je retrouve dans le... Et j'ai peur d'intervenir là-dedans. Peut-être que je ne ferai pas de PowerPoint, je vous le laisserai. Ce que je peux faire, c'est vous prêter le mien. Non, non, il est juste là. Ça va être plus facile. Faut-il que je sois capable de partager le document? En attendant, moi, je vais... Partager l'écran. Merci infiniment, Odom, pour cette magnifique présentation d'un problème que nous avons partout. Hein, vraiment. Oui. Alors, je vais aller sur le... Retrouver Odom pour la... Odom, est-ce que, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Je passe Ouais, là, je le recoupe, mais je l'avais déjà coupé, en fait. Je le recoupe, là. Mais bon, on ressent un écho, mais c'est peut-être écho. ici, là, l'autre... Est-ce qu'on peut aller sur l'écran? des 4 Il faut aller sur l'écran derrière pour que je puisse retrouver. retrouver mon PowerPoint. D'accord. Merci. Alors, vous êtes avec moi 1 minute, là. Comme vous savez, je suis... Ça va faire. Ça a marché. Désolée de ce délai. Bon, notre service ne marche pas. Bon. On arrive des fois. Sinon, c'est pas grave. Je n'aurai pas de PowerPoint. Je vous le laisserai. Pas pourquoi. OK. Donc, tant pis. Revenons à notre... Alors, merci infiniment. Merci infiniment à Josiane, Ayoub et Violaine Lemay d'avoir organisé cette série de conférences et à Odom de nous avoir présenté. Ayoub et Violaine Lemay d'avoir organisé cette série de conférences. Pardon. Et à Odom de nous avoir présenté. Ça montre que ça passe. Ça passe. Il y a l'écho derrière. Il y a un écho, oui. Il y a l'écho derrière. Pardon. Voilà. Ah non, aujourd'hui, c'est formidable. Hein. Alors, moi, je vais m'attarder aujourd'hui à parler des questions de sexisme et d'antisémitisme dans une perspective intersectionnelle. On le sait, les inégalités systémiques minent les démocraties et ont entre autres pour effet d'accélérer la lutte des classes, de compromettre les relations femmes-hommes, de détruire le tissu social et de provoquer des migrations massives de population de ce qu'on appelle le sud global vers le nord. Je voudrais aborder ici un aspect particulier de cette mémoire traumatique des migrations racontée par des Juifs d'Afrique du Nord qui condense en quelque sorte l'expérience de la colonisation française, de l'antisémitisme et du sexisme envers les femmes de ces populations. Les processus qui ont conduit aux migrations de ces Juifs d'Afrique du Nord illustrent, selon moi, de façon particulière l'étau dans lequel se retrouvent nombre de populations colonisées après la Seconde Guerre mondiale. Albert Memmi, qui est un Juif d'origine tunisienne, est parmi les écrivains peut-être qui ont le mieux résumé la condition des Juifs arabes, comme on les appelait, ni d'Orient ni d'Occident, colonisés par la France et malgré eux, assimilés aux colonisateurs parce que n'appartenant pas à la catégorie coloniale des indigènes. Attentif aux oppressions des groupes invisibilisés en Tunisie, Memmi démontre dans le portrait du colonisé
l'interdépendance étroite qui existe entre et qui unit en fait le colonisateur maître et le colonisé dominé, ainsi que le système d'oppression croisée mis en place par le système colonial. Aujourd'hui, et concernant plus particulièrement les populations juives autochtones de ces pays, ce système a pour effet de détruire les communautés juives traditionnelles, multiséculaires qui habitaient dans ces pays, produisant des déracinés, des, entre guillemets, juifs arabes de culture française. Ainsi, la colonisation par les Français des pays d'Afrique du Nord rend la position traditionnelle de ces juifs, qui étaient des dhimmis ou diminués dans le système traditionnel musulman, c'est une position qui devient intenable et il témoigne, Mémy, que malgré tout l'amour qu'il avait pour la Tunisie, sa terre natale, et pour la langue de sa mère, le judéo-arabe, son acculturation à la langue française le fait entrer dans cette zone grise de colonisé-colonisant, de colonisateur-colonisé. Contrairement à d'autres écrivains juifs d'Europe centrale, la question de la langue est très importante pour les colonisés d'Afrique du Nord parce qu'ils doivent abandonner la langue maternelle, leur langue maternelle, le judéo-arabe, cette riche langue vernaculaire parlée par toute la famille de Mémy et qui, pendant plusieurs siècles, fut la langue écrite et parlée des lettrés juifs d'Afrique du Nord, jusqu'à ce que des philologues et grammairiens français la considèrent comme une vulgaire langue morte. Penseur reconnu dans les milieux de la critique littéraire, dont nombre de ses écrits sont prémonitoires, sa critique du système colonial et de ses effets dévastateurs lui permet d'envisager la question juive du point de vue d'un homme imprégné de la culture du monde arabo-musulman et ayant rejoint à son corps défendant le pays colonisateur, la France. À ce titre, sa contribution est tout à fait importante et originale et témoigne des tentatives de ces Juifs de se trouver une place au sein d'un triangle ou champ migratoire dont les pôles sont fixés par l'émergence des nationalismes contraires, arabes et sionistes, provoquant l'exil de plus d'un demi-million de personnes qui effectuent leur aliyah, c'est-à-dire leur migration en Israël ou dans les pays anciennement colonisateurs dans les années entre 48, juste après la Shoah. Pour Jacques Derrida, lui aussi originaire d'Algérie, son expérience des dualités linguistiques, il dit « je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », est un élément clé de son parcours qui déterminera à la fois son mal-être et ses théories littéraires et philosophiques. Quand il généralise en disant « on ne parle jamais qu'une seule langue »,« on ne parle jamais une seule langue », et on voit à quel point il est déraciné lui-même dans sa langue, dans son identité. Moi, c'est moins pessimiste que Derrida, mais tout autant animé par le désir de transformer son trouble identitaire en création littéraire. Hélène Cixous, qui est née également à Oran en Algérie, d'un père juif séfarade et d'une mère juive allemande, s'exile également en France à 18 ans. Écrivaine et femme de théâtre très prolifique, elle retourne un peu et seulement tardivement dans certains de ses écrits biographiques à ses origines, et pour elle, la langue de sa mère, c'est son pays, sa mère est la mère langue, la mère pays, et elle fait donc de sa féminité une identité à elle seule. Elle affirme alors que l'écriture lui permet, je cite, de perdre la liberté absolue d'être juif ou juive ou de ne pas l'être à volonté. Donc l'assignation à une identité n'est évidemment pas pour elle. Ces exemples de trajectoires d'écrivains judéo-arabes maghrébins, auxquels on peut ajouter d'autres études nombreuses et d'autres romans, bien sûr, témoignent des incertitudes et déchirements qui sont le lot des populations colonisées et déplacées dans l'après-Shoah en Occident. Pour ces femmes et pour de nombreuses autres femmes d'Afrique du Nord, elles participent à leur façon et expriment à leur manière les affres des discriminations et de l'exil. Ainsi, l'étude de Suzanne Gilson Miller lève le voile sur l'infatigable travail mené par Nelly Bellatar,
l'avocate des réfugiés européens au Maroc, pour les soustraire à l'arbitraire des camps de travail où elles étaient parquées durant la période noire de Vichy et de l'après-Shoah au Maroc. Si Miller montre le sexisme et l'antisémitisme qui ont entravé l'action de Benatar auprès des autorités françaises pour sauver des vies, elle ne s'y attarde pas, comme si finalement, habitée par une cause qui la dépassait elle-même, elle avait pu, à la fin, surmonter ces barrières pour développer son intervention. C'est donc dans cette après-guerre, après-Shoah et en plein mouvement de décolonisation que s'inscrivent les migrations juives marocaines vers Israël, la France, le Canada. Et c'est avec ces cas-là que je voudrais étudier particulièrement l'intersection qui existe entre le sexisme et l'antisémitisme à partir de ces cas-là. Nous avons réalisé une étude avec mon étudiante Samia Dumé, dans laquelle nous avons sélectionné une vingtaine d'entretiens où on essaie de comprendre ce que les femmes que nous avons interrogées de ce groupe pouvaient nous raconter de leur expérience. Très peu de femmes se remémorent des épisodes d'antisémitisme. Plusieurs d'entre elles subissent sans rien dire à la fois le sexisme d'une société patriarcale qui reproduit en cascade des injonctions à se taire, à obéir et à se cacher, et l'antisémitisme d'un colonialisme français dont l'apothéose fut le régime raciste de Vichy. Mais tout cela, pour elles, était tabou, et donc elles intériorisent, quand elles nous parlent, cette culture du secret qui était la clé de la domination coloniale. Et en fait, de ces questions, nous avons tenté justement de voir qui pouvait rendre compte mieux de ces expériences. Il nous fallut beaucoup de détermination pour débusquer dans les propos des femmes que nous avons interrogées leur réconfort à dire que oui, elles avaient subi des manifestations d'antisémitisme de la part des Français et que peut-être c'était un des éléments déterminants de leur migration. Mais en fait, elles n'en parlent pas et je passe sur les exemples que j'ai accumulés, que je pourrais vous donner éventuellement dans les discussions pour montrer à quel point le silence est plutôt la réponse plutôt que l'expérience. L'antisémitisme, pour elles, fait partie, et on a essayé de comprendre pourquoi, de ces marques de différenciation auxquelles elles s'étaient habituées, même si à chaque fois cela signifiait d'être exclue d'une activité, d'un groupe, d'une école parce que juive, ravivant à chaque fois des traumatismes tus, non dits, assimilés à une soi-disant normalité. Et finalement, c'est à Montréal, là où elles apprennent à dire l'antisémitisme de la Shoah, qu'elles relient leur mémoire de l'antisémitisme au Maroc à celle qui a décimé les Juifs d'Europe. Mais là aussi, elles s'y rapportent du bout des lèvres, car évidemment, la mémoire de l'Holocauste est bien plus imposante que la mémoire qu'elles peuvent avoir elles-mêmes de leur expérience. Et donc, l'ampleur de la Shoah en Europe, dépassant l'entendement, c'est tout juste si elles se permettent de s'y référer en parlant des autres, pas d'elles. Elles continuent ainsi de taire leur propre expérience de l'antisémitisme et elles le savent, pourtant, ces expériences sont très traumatisantes. Mais qu'en est-il du sexisme? Est-ce qu'elles ont la même réaction face au sexisme ou parlent-elles du sexisme? Pareil, du sexisme, il est très peu question dans les entrevues que nous avons eues. Les mots leur manquent, que ce soit au Maroc ou au Québec. Nos répondantes parlent peu des discriminations en fonction de leur sexe et invoquent encore une fois la question des différences, comme si finalement en pays colonisés, les différences de tout individu entre les sexes, entre les religions, entre les familles, sont des différences qui sont finalement marquantes de la séparation de la société coloniale. Et donc, contrairement aux jeunes femmes qui ont été interviewées par Yasmine Boukerou, jeunes femmes musulmanes qui ont émigré d'Afrique du Nord à Montréal dans les années 2000-2010, qui disent finalement avoir émigré à Montréal pour justement avoir plus de liberté, une carrière, des enfants, eh bien, celles que nous avons interviewées, au contraire, parlent plutôt
ne voient pas cette immigration comme une émancipation, mais plutôt comme une nécessité, et elles ne reviennent pas sur ce statut d'opprimé. Donc, comment interpréter ces silences? Comment faire sens de ces silences? Les perspectives intersectionnelles, lorsqu'on s'est penché sur l'analyse qui avait été faite des femmes juives, tout simplement, puisqu'il n'y avait pas de femmes juives marocaines ailleurs, il y en a ailleurs, mais disons que les travaux féministes intersectionnels étant plus particulièrement réalisés aux États-Unis, elles ont été faites sur des femmes juives américaines. Et ce qu'elles en disent, les sociologues Karine Stogner et Jessica Greenbaum, sur lesquels je m'appuie, elles considèrent que, en fait, l'antisémitisme n'est pas inclus comme un lieu d'oppression dans l'étude détaillée qu'elle fait des travaux des féminismes intersectionnels. Et Jessica Greenbaum va tenter de comprendre pourquoi les féministes intersectionnels n'incluent pas la catégorie antisémitisme, et elle dit évidemment c'est une question de elle voit une construction inadéquate et incomplète des notions d'oppression et d'antisémitisme et des catégories de race, d'ethnicité et de classe. Pour elle, les juifs et juives entretiendraient une relation aussi paradoxale à la différence qui tient aussi à la similarité à la société dominante. Donc, les Juifs pourraient être facilement assimilés à la société dominante et ainsi qu'aux autres groupes marginalisés, donc parce qu'ils sont victimes d'antisémitisme, typique de la pensée binaire majoritaire. Greenbaum critique cette pensée binaire qui oppose les catégories entre elles et qui évacue la nature relationnelle de la différence entre les sexes et qui placerait ainsi les femmes juives automatiquement du côté du spectre de l'oppression, c'est-à-dire qui invisibilise leurs expériences d'opprimés. Ainsi, elles seraient doublement opprimées, exclues par l'antisémitisme et par les catégories censées en rendre compte, y compris l'intersectionnalité. Et donc, le travail, selon Greenbaum, pour ces féministes juives est encore tout à faire, c'est-à-dire qu'elles doivent signaler la multiplicité et la multitude des positions qu'elles occupent, comme femmes de couleur, par exemple, juives mais de couleur, de différentes ethnies, de différentes classes, d'origines nationales diverses, pour déconstruire l'illusion savamment entretenue qu'elles forment un bloc monolithique qui permet au discours de les ignorer. Et donc, cela implique de déconstruire l'assimilation de la judéité à la blanchité et de voir comment, justement, ces différentes identités s'articulent. On le voit, ce n'est pas facile et la validation de l'expérience de ces femmes est complexe puisqu'elles-mêmes ont de la difficulté à le faire. Alors, comment alors faire apparaître l'intersection du sexisme et de l'antisémitisme dans le cas que nous avons étudié? On a soumis nos entretiens à une analyse combinant cette double discrimination, comme l'a fait un de nos étudiants, Philippe Némé-Nombré, dans sa thèse, dans un article qu'il a publié dans le livre sur les séfarades du Québec, sur les femmes militantes juives de Montréal. Et il constate, et nous constatons avec lui, que l'intersection de ces deux oppressions, sexisme et antisémitisme, est à l'œuvre vraiment partout et dans les stéréotypes véhiculés par les récits des femmes que nous avons interrogées. Nos répondantes euphémisent ces manifestations et au Québec, elles minimisent l'antisémitisme par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, aux coreligionnaires qui ont vécu la Shoah. J'ai un exemple de la manière dont une femme a été exclue de la célébration de l'accès au pouvoir de René Lévesque.
il y a une célébration, les collègues sont ensemble et elle dit, ah ben on va aller célébrer tous ensemble. Et un de ses collègues lui dit, mais quoi, c'est pas pour toi? Il dit, come on, on sait bien que tu es juive. C'est pas pour toi, là, il dit. Alors elle dit, mais comment ça, c'est pas pour moi? Et là, il dit, ben, comment on sait bien que tu es juive? Donc, elle n'aurait pas accès à, finalement, la célébration de René Lévesque, parce que pour lui, ce collègue, ce nationalisme particulier québécois n'inclut pas ou n'inclurait pas dans sa tête les femmes juives. Cette condescendance traduit l'imbrication du sexisme et de l'antisémitisme de la part de ce collègue, qui l'exclut de la fête célébrant la victoire du PQ, même si on voit qu'elle-même était prête à célébrer le nationalisme québécois. Donc, on voit qu'à partir d'une autre étude, Nora Gold présente les résultats d'une étude quantitative auprès de 364 femmes juives canadiennes, et elle aborde les enjeux liés à l'intersection du genre et de la religion, et elle montre les effets combinés de la misogynie et de l'antisémitisme sur les femmes juives canadiennes. L'enquête est publiée dans une revue scientifique. Alors, on retiendra finalement que l'impact combiné du sexisme et de l'antisémitisme sur l'aliénation, le sentiment d'aliénation que ressentent ces femmes est bien illustré par nombre de ces études, et il aurait été important de le faire apparaître dans les études des féministes intersectionnelles, ou en tout cas de compléter les études de l'intersectionnalité par ce genre de travail. Alors, on voit, pour conclure, l'antisémitisme est une facette ancienne et bien documentée des discriminations, mais n'apparaît pas dans la plupart des études récentes sur le racisme ou sur les féminismes ou celles des féminismes intersectionnels, demeurant un impensé majeur des travaux en sciences humaines et sociales contemporains. Ce qui nous amène à faire plusieurs constats. Premier constat, l'inclusion de l'antisémitisme et du sexisme à l'égard des femmes juives dans les travaux qui adoptent la perspective intersectionnelle permettrait d'envisager dans leur complexité l'étude des discriminations croisées, ce qui est l'objectif des études intersectionnelles. Deuxième constat, cela implique qu'il y ait un véritable travail de reconnaissance des discriminations passées et présentes pour chacune des populations visées par le racisme, visées par l'antisémitisme, visées par le sexisme, car leurs spécificités peinent encore à être identifiées. C'est le cas, par exemple, pour les nations autochtones, comme aujourd'hui, qui ont beaucoup de difficultés à établir l'ensemble des discriminations qu'ils ont vécues. Troisième constat, qui ont de la peine à établir les discriminations, mais qui ont de la peine à établir la reconnaissance aussi de ces discriminations telles qu'elles ont été réalisées contre eux. Troisième constat, pour réaliser ce travail de reconnaissance, on doit se livrer à un véritable travail de mémoire qui évite de mettre constamment les victimes en compétition entre elles, comme s'il y avait un palmarès des victimes. Or, ce travail de victimisation et de compétition des victimes est un travail extrêmement complexe parce qu'il faut comprendre à quel point il est le résultat véritablement de l'oppression patriarcale générale sur l'ensemble des populations qui sont amenées quasiment à être opposées les unes avec les autres. Or, justement, la compétition des victimes ou la compétition de la victimisation est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver, et c'est celle qui conduit, sans cet examen sérieux et documenté, elle conduit à alimenter le cynisme et la négation et la cancellation de ce que l'on voit aujourd'hui, justement pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Angone, cette compétition des victimes est celle que l'on trouve justement dans les réseaux sociaux et qui est une des choses les plus négatives contre lesquelles on doit se battre.
Donc, dans ce contexte où justement la haine et les manifestations de haine des autres, de xénophobie, de crimes haineux, de racisme sont en hausse constante au Canada comme ailleurs dans le monde, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de justement prendre en compte cette histoire et ces mémoires particulières pour en faire état de manière circonstanciée et de manière intersectionnelle. Merci. On a réussi à rester dans les temps, hein? Alors, avant de demander à l'auditoire s'ils ont des questions pour les présentatrices ou des commentaires, je sais que vous avez prévu dans le cadre de cette séance que des gens ici dans l'auditoire présentent. Alors, c'est pour ça que je crois qu'il serait bien de donner la place à ces personnes. Je pense que, en fait, les étudiantes ont préparé une présentation à partir des textes de Oda Mangone et donc elles vont vouloir lui poser des questions, mais je crois qu'on peut déjà ouvrir la conversation aux personnes qui sont sur dans le panel et ouvrir la discussion ici. Hein. Opérer comme modérateur, OK, très bien. comme d'habitude. Alors, bonjour à tous. Et vous avez sans doute suivi la conversation, les deux conférences qui viennent de se dérouler. Mais on m'entend dans la salle. C'est ça. Je vois déjà les premières mains, et notamment le recteur Bonaventure Mveondo, qui est l'un des co-organisateurs de ce cycle de conférences. Donc, je vais lui donner la parole peut-être pour un résumé et les premières questions aussi. Alors, merci William. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Voilà. D'abord, je voudrais saluer à mon tour Josiane et Violaine et bien sûr saluer l'assistance. Saluer bien sûr avec force ce qui a été dit par les deux présentatrices, à savoir Oda Mangone et Madame Yolande Cohen. D'abord, que dire? Ce que vous venez de dire l'une comme l'autre montre à quel point, d'une part, quand le passé est traumatisant, quand le vécu est traumatisant, ça bloque l'avenir, ça bloque les uns et les autres à créer un avenir confiant. Et on voit bien aujourd'hui le retour de tout, comme l'a dit Madame Cohen, le retour de la haine, le retour de tous les suprémacismes, le retour des racismes de plus en plus fort dans le monde. L'autre chose qui se dégage, c'est effectivement que là, on voit aussi un outil qu'on avait cru que c'était un outil de libération. Ça peut devenir très vite un outil de domination, un outil de destruction massive des identités et des individus. Donc, il y a là véritablement, devant tous ces enjeux, la première chose, c'est que ce qu'on peut vous féliciter et remercier, c'est de nous amener à prendre conscience de l'acte de nommer la douleur, de l'acte au fond, de repenser les impensés, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas penser, mais qu'on croit qu'on pose là. Or, des impensés qui ne sont pas pensés vont arriver au fond, à nous détruire et à ne pas libérer la parole. Or, nous voulons créer un monde libre. Là, quand vous avez parlé, je me suis dit, au fond, nous n'en sommes pas loin. Dans nos projets, pendant longtemps, alors je parle bien sûr, quand je parle de tout ça, je me dis, mon Dieu, en fait, on est toujours c'est notre rôle, c'est le rôle des intellectuels et des universitaires que nous sommes tous ici, c'est de finalement appuyer là où ça peut faire mal pour que ça change. Et donc, je me disais, mon Dieu, je me mettais à rêver, au fond, nous avons là les éléments de départ d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie déconstructive des impensés, c'est-à-dire des essentialismes qui bloquent la pensée aujourd'hui et qui font que nous sommes toujours en marge. Donc, ces catégories implicites, il faut qu'on arrive à les casser pour avancer. Et notre rôle peut être dans ce dispositif. Moi, je milite, bien sûr, pour l'interdisciplinarité. Je milite aussi pour l'interculturalité. L'objectif, ce n'est pas simplement
d'installer des acteurs entre eux. Oula, je crois qu'il y a un problème de son quelque part, mais de fond, de repenser les conditions d'un véritable dialogue pour nous permettre de reconstruire le monde. Je crois que le monde va vers deux enjeux mondiaux. Le premier, c'est l'hyperspécialisation qui empêche justement les chercheurs et les acteurs de penser les problèmes globaux. Et en laissant la science super spécialisée, eh bien, on empêche toute vraie pensée. La deuxième chose, c'est que les conflits du monde depuis longtemps sont des conflits essentiellement culturels. Or, si on ne repose pas ces paradigmes majeurs et ramener à déconstruire cet essentialisme, on aura perdu notre combat. Donc, c'est vraiment, je voudrais encore une fois vous remercier très sincèrement. J'ai beaucoup apprécié la qualité des exposés. Bien sûr, j'aurais eu beaucoup à dire, mais je pense qu'il faut aussi donner la parole aux uns aux autres, et notamment à nos jeunes qui ont le droit de poser des questions et surtout de nous amener à leur apporter plus pour avancer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Nous avons deux auditoires. Nous avons une partie de l'auditoire qui est ici avec nous à l'UQAM et également des gens qui sont sur Zoom. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou en ligne. Y a-t-il des questions? On aurait peut-être une. Bon. J'aurais peut-être une question pour Odom. Paradoxalement, Odom, lorsque je vous ai entendu parler du contexte du cyberespace gabonais, investi par les nouveaux rêves politiques de la jeunesse et les cyber-utopies, je trouvais ça très agréable parce que si on compare à l'investissement du cyberespace ici, je me disais, j'aimerais savoir quelle est votre interprétation. Moi, quelle est votre réaction à mon interprétation quand je vous ai entendu? Parce que j'observe souvent que les médias à Libreville, dans un état qui n'est pas toujours tant de droit que ça, les médias sont actuellement dirigés dans un créneau très classique. Alors, on voit la télévision d'État et on voit parler les affaires générales. On a l'impression d'assister, quand on est Canadien, à un Radio-Canada des années 50, où il n'y a pas encore cet effet de colonisation économiste des médias qui fait qu'on donne toujours aux masses ce qu'elles demandent parce que ça paye et c'est donc prioritaire. Alors, il y a encore, moi, je regarde la programmation de la télévision du Gabon et je fais « Waouh, que c'est intéressant, que c'est édifiant, que c'est bon ». Alors, on s'entend que c'est peut-être à quelque chose malheur est bon. Est-ce que, d'une part, ma première question, est-ce que vous avez l'impression, Odom, que oui, ça a un impact sur l'espèce de culture du média qui est encore celle d'une expression du politique, non nécessairement qui a dérapé vers la recherche, la pas du gain comptable. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez eu l'impression que la voix des femmes a fait autre chose que d'être écrasée par l'histoire de tante Tati, Rita ou Huguette? Oui. Alors, merci pour la question. Je pense, en ce qui concerne déjà les médias de façon générale, dans tout pays où il y a une précarité du droit, il va sans dire que les chaînes nationales sont des organes politiques qui véhiculent le discours du système en vigueur. Donc, l'information qui passe sur les canaux officiels avec tous les filtres que cela suppose ne sont pas de nature à être à l'écoute du potentiel consommateur, mais plutôt vont être des organes de propagande du système en vigueur. Donc, c'est pourquoi il va y avoir une sorte de rejet de la part du citoyen lambda qui n'écoutera pas tout à fait les produits proposés et aura tendance plutôt à proposer les siens ou aller vers des espaces qui sont plus sensibles à son besoin. Et donc, naturellement, la plupart
des consommateurs de tout ce qui concerne l'audiovisuel au Gabon tend à chercher ou à rechercher l'information d'abord par des voies de contournement qui ne vont pas être des voies officielles étant donné le statu quo que cela suppose. Et il faut dire aussi que Internet est un luxe pour plusieurs personnes. Il suffit d'aller dans des zones rurales pour se rendre compte que l'accès à Internet coûte cher. Et le fait que l'Internet coûte cher et ne soit pas accessible au plus grand nombre est aussi un mécanisme de contrôle pour ne pas que l'information fuite ou pour qu'il n'y ait pas perte du contrôle de l'information. C'est une réalité. En fait. Je pars d'un constat simple, il suffit que j'aille au Gabon par rapport au Sénégal, qui n'est pas forcément l'épitome de la démocratie, mais je peux faire ces comparaisons-là, hein, l'épitome de la démocratie, je considère que, et je vois la comparaison, le réseau social ou Internet de façon générale est onéreux au Gabon et est presque inaccessible à tout le monde, à certaines personnes qui n'ont forcément pas les moyens de se payer des consommations limitées dans le temps. Le Wi-Fi, par exemple, n'est pas forcément accessible à tout le monde. En fait, c'est pas pratiquement, c'est pas évident. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je voulais peut-être préciser que la question de, on va dire, la fracture en termes de consommation s'observe. La plupart, et non seulement les consommateurs gabonais, mais la plupart des consommateurs africains ne regardent pas les chaînes de télé de leur pays, en fait. Sauf lorsqu'il y a quelque chose de ponctuel en général, ils vont soit s'abreuver sur les réseaux pour des questions aussi de génération. Nous avons affaire à un continent très jeune, où la plupart de la population a en moyenne 18 à 30 ans. C'est normal que ce qui est proposé dans les médias traditionnels n'intéresse pas la jeunesse. C'est évident et c'est logique. Et la plupart des consommateurs africains et de façon spécifique gabonais qui regardent la télé vont avoir accès ou vont regarder ou vont être friands de consommation de chaînes étrangères qui sont généralement occidentales. Et c'est un grand poids, et c'est un grand impact et une violence systémique à plusieurs égards. Cela veut dire qu'on a affaire à une génération d'individus vivant géographiquement sur un continent et dont l'abreuvoir, en fait, en termes d'imaginaire, est extraterritorial. C'est d'un point de vue idéologique très, très violent. C'est pourquoi implicitement aussi ces individus-là vivent avec un sentiment, un besoin de dépendance de l'ailleurs. Lorsqu'on grandit dans un espace géographique à partir duquel vous ne vous sentez pas connecté, et lorsqu'on sait combien de fois les médias et tout ce qui est écran est un élément de consommation, un élément de domination, donc ces jeunes-là vivent géographiquement en Afrique et ils aspirent parfois à des mécanismes, à des consommations audiovisuels qui n'ont rien à voir avec leur réalité ou qui déforment leur propre réalité du continent. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je vais dans tous les sens, mais c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci pour cette réponse. Est-ce que d'autres personnes, parce que je pourrais continuer à poser la même question à Yolande et à Odom en même temps, parce que à force de vous entendre, j'entends Yolande qui dit d'un côté, bon, à partir de ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire que la voix des femmes, historiquement, n'a pas été beaucoup présente à la construction de nos savoirs et de nos représentations. On entend aussi qu'actuellement, même dans les secteurs où on est censé se consacrer aux femmes, au niveau de l'intersectionnalité, il y a encore des catégories de discrimination faites aux femmes qui sont dans des points aveugles, comme les questions des femmes juives. Et à partir de là, ma question serait, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant lorsqu'on se rend compte que, par exemple, la question du démocratique, de ses représentations, de son écologie comme société dans l'idéal, comment on peut faire pour rattraper rattraper le passé et contribuer à ce que la voix des femmes et leur intérieur, leur intellect, la moitié de l'humanité reprennent sa place et mettent aussi l'épaule à la roue dans cet effort démocratique qui actuellement achoppe un peu partout.
Il n'y a pas une seule discipline actuellement qui est capable de dire « j'ai trouvé la recette ». Pas un seul pays non plus, quoi qu'en pensent les fantasmes américains, pour dire on a trouvé la façon de la rendre pérenne. Comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Rodom, et vous qui êtes spécialiste de la question, ou Yolande? Ces dames qui ne veulent pas parler parce qu'elles ont appris à se taire ou à prendre pour acquis bon, nous serons toujours différenciés et nous nous taisons. On commence par... C'est Odom, c'est Odom, oui. Commençons donc par Odom. Odom. Vous êtes là, Alors, Odom? Oui, oui, c'est bon, c'est parfait. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a deux types de féminisme comme je parle du Gabon de façon spécifique, je voudrais rappeler que le féminisme d'État est l'un des éléments qui plombe foncièrement la libération des femmes de façon vraiment concrète. Le féminisme d'État va être celui qui passe par les filtres officiels et qui n'est pas de nature à libérer les femmes, mais à conforter un discours patriarcal à travers de la vision voulue du corps des femmes ou du discours des femmes. Donc, je prends un exemple banal, hein. On appelle au Gabon les groupes d'animation. Les groupes d'animation sont généralement des groupes d'animation, dans le terme le dit. Donc, ça va être des groupes de femmes qui vont louanger en fait les mérites supposés ou réels du leader du parti au pouvoir dans le but justement de conforter son pouvoir, mais il ne permet pas, ce féminisme d'État-là, il ne permet pas réellement la libération des femmes puisqu'il crée des sortes de canaux à travers lesquels les femmes vont devoir passer pour avoir des mérites, louanger un individu, célébrer ce leader-là. Mais la voie ou les catégories dans lesquelles elles sont placées ne sont pas de nature à poser réellement des questions que vivent les femmes. Et la plupart des personnes qui vont militer dans ces mécanismes dits officiels à travers ce féminisme d'État vont être des femmes qui sont associées à la catégorie de classe des personnes qui sont au pouvoir. Donc, en réalité, on a affaire à des femmes qui parlent au nom des femmes, mais qui sont directement en lien direct avec le cœur du pouvoir. Elles ne parlent pas pour l'immense majorité. Donc, déjà, à partir de ce niveau-là, il y a comme une sorte d'instrumentalisation des femmes par elles-mêmes, profit du renforcement du pouvoir patriarcal. Mais évidemment, vu comme ça, personne ne peut le voir ainsi, puisque la plupart de ces femmes vont être celles qui seront récompensées pour avoir des postes de nomination. Donc, il faudrait d'abord qu'elles aient milité, qu'elles aient réalisé une série d'activités pour renforcer ce pouvoir-là. Donc, la plupart des femmes qui sortent de ces carcans et qui sont plus ou moins des électrons libres ne vont pas nécessairement avoir voix au chapitre, ne seront pas forcément des femmes qui vont être des modèles d'inspiration, ne seront pas nécessairement des femmes qui seraient disposées à jouer le jeu parce que c'est un jeu de rôle où chacun est dans des catégories spécifiques. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment, moi, en fait, je me dis qu'au niveau des gouvernements africains qui pratiquent ce mécanisme, ce type de féminisme-là, on a une double lutte, démanteler ces corps qui sont instrumentalisés au profit d'un système patriarcal, et puis conscientiser ces femmes, pas elles, mais celles qui sont des femmes subalternes dont se servent les femmes qui sont au cœur du pouvoir. Donc, il y a une double domination. Donc, du système patriarcal qui exploite des femmes et des femmes qui travaillent en faveur du système patriarcal et qui exploitent d'autres femmes. Voilà, donc il y a une lutte de classe et puis il y a une lutte à l'intérieur du système patriarcal en tant que tel. Je n'ai pas envie de penser... Certains d'entre nous, sans te Oui, couper, oui. pour Oui, donner un concept qu'on employait à l'époque, une expression, on appelait ça des groupes d'animation. Merci. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça en fait, et ça dit beaucoup. Je crois que depuis que je vis sur le continent, au contraire, je suis de plus en plus optimiste. Heureusement d'ailleurs, parce que quand on vit sur le continent, on a un autre regard en fait. Lorsque j'étais en Espagne et que je voyais des choses à distance, j'avais l'impression que tout était mort. Mais non, il y a vraiment des leaders d'opinion qui émergent. Il y a vraiment plusieurs mécanismes qui ne sont forcément pas visibles parce que les personnes travaillent dans des espaces reculés. Moi, j'ai été plusieurs fois
émerveillée par des femmes africaines qui sont dans des espaces reculés et qui sont totalement libérées et qui sont, alors là, qui ont une liberté de ton très surprenante, je pense, au contraire. C'est peut-être les femmes qui vivent dans des grandes villes et qui ont des intérêts pécuniaires qui plombent le mouvement. Parce que les femmes qui sont dans les zones rurales connaissent beaucoup plus le droit que l'on imagine, je pense. Oui, oui, je dirais un petit peu autrement, Odom. Je suis d'accord pour dire qu'il y a vraiment une opposition de classe et que les féminismes sont divisés et que les divisions dans les féminismes sont encore plus nombreux que simplement des questions de classe. Mais la question de classe que vous soulevez me semble très importante. Mais je le vois plutôt dans une perspective un peu historienne, c'est-à-dire et occidentale. Et il me semble au Québec que nous avons eu la possibilité, en fait, de faire advenir un féminisme d'État qui est une des conséquences des mouvements féministes québécois, et qu'il n'était pas complètement séparé ni divisé. Qu'ensuite, ce féminisme d'État devienne un féminisme qui obéisse un peu à des injonctions patriarcales, c'est vrai, mais en même temps, dans le processus, et c'est un peu ce qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, comme historienne, c'est ces processus-là, dans le processus, il y a eu un certain nombre de changements qui ont bénéficié à toutes les femmes et pas seulement aux femmes de ce État. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des choses formidables comme des garderies, même si on n'a pas d'équité salariale, les différences de salaire sont infiniment différentes que ce qui était il y a 30 ans ou 40 ans, quand ce féminisme d'État n'existait pas. Donc, pour ma part, je dirais que ce féminisme d'État est une conséquence des mouvements féministes, de certains mouvements féministes égalitaires, oui, mais et moi aussi je suis très optimiste, pas parce que ce féminisme d'État se retourne contre les femmes, il ne le fait pas de façon aussi ouverte peut-être que chez vous en Afrique. Ici, je dirais que c'est un féminisme d'État qui tente, aujourd'hui, cette semaine ou la semaine dernière, on a eu ce débat sur l'intersectionnalité et c'est très intéressant parce qu'en effet, les femmes ministres qui ont pu accepter, accepter la proposition d'avoir un féminisme intersectionnel, finalement, ne l'ont pas accepté, montrant qu'elles étaient plus avec leur gouvernement et donc jouant vraiment le rôle des féminismes d'État contre le mouvement féministe, les mouvements féministes intersectionnels qui avaient proposé justement l'adoption de cette définition du féminisme. Alors, tout ça pour dire que je suis optimiste parce que moi aussi, je vois, et le mouvement MeToo, je pense, en est un élément très important et il y a beaucoup de similarités d'ailleurs avec ce que vous avez décrit dans votre présentation et avec le mouvement MeToo qui fonctionne à la dénonciation, mais qui fonctionne à la dénonciation appuyé sur un mouvement de refus des violences sexuelles. Alors, je vois aussi qu'il y a véritablement dans les mouvements féministes une très grande vigueur et que les propositions ne sont pas uniformes. Et c'est ça que je trouve très, très important et qui me rend optimiste parce que je crois que, par exemple, la génération qui est ici va pouvoir embarquer encore plus dans ce mouvement et définir ses propres paramètres à l'intérieur de ces mouvements-là. Merci. Je reprends rapidement la parole. On vient de s'apercevoir que le féminisme en Afrique et en Occident peut effectivement avoir quelques petites différences, quelques nuances, comme la professeure Cohen vient de répondre tout à l'heure à Odom. Je voudrais juste souligner d'ailleurs que l'intersectionnalité dont on a parlé tout à l'heure, peut-être vous me corrigerez, a émergé justement du fait de ces différences
de catégorie entre les différents féminismes aux États-Unis, entre les femmes afro-américaines et puis les autres américaines, où les femmes afro-américaines ne se retrouvaient pas complètement dans les catégories qui étaient construites, selon elles, par la bourgeoisie blanche. Et, Féministe aussi. oui, la bourgeoisie féministe blanche. Oui. Alors, je voudrais renforcer la question que la professeure Lumé a posée tout à l'heure, c'est de savoir comment on peut faire aujourd'hui pour vivre dans un monde qui soit à la fois inclusif et vivable, avec un féminisme qui puisse effectivement, ou bien des féminismes qui puissent effectivement résoudre les problèmes des femmes et nuancer, si possible, les différents colonialismes, les différents patriarcats qui s'exercent à différents niveaux, que ce soit au niveau culturel, au niveau étatique, que ce soit au niveau culturel, au niveau étatique ou au niveau disciplinaire, parce que c'est une dimension que la professeure a mentionnée tout à l'heure. Oui, si tu me permets d'aller, parce qu'il dit qu'il veut protéger mon questionnement, mais en fait, moi, je suis moins optimiste que vous, Madame Cohen. Est-ce que je peux poser une question aussi? Oui, oui, ben, je vais juste continuer parce que je vous la donne tout de suite après, Bonaventure. Je dirais que je m'intéresse, moi, à un colonialisme dont on parle moins, à un patriarcat dont on parle moins, c'est celui qui agit à travers les représentations du savoir et ses constructions. Alors, à partir de là, moi, ce que j'espère voir arriver, c'est un statut du féminin différent à l'intérieur de la connaissance et une place du féminin et des individus de genre féminin à l'intérieur des constructions de connaissances. Et c'est ça, moi, qui me rend moins optimiste parce que c'est comme si tout d'un coup, le genre féminin se dissociait du savoir tel qu'il est fait et qu'il ne se faisait pas toujours féministe à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai l'impression, moi encore, que le statut du féminin dans le savoir est drôlement associé à du psycho-affectif dévalorisé, du ci, du ça. Oui, dans le cours, on est souvent revenu sur cette question de la dévalorisation et la non-reconnaissance du travail de care, par exemple, qui est fait par des femmes et qui est appuyé sur du féminin. Et en fait, toutes les théories du care, précisément, vont tenter de construire la façon dont ce féminin a été dominé, mais aussi de déconstruire cette domination pour donner toute sa place à ce qui était non pas essentiellement féminin, mais qui a été essentialisé par justement des constructions patriarcales. Si on désessentialise ces constructions, on arrive à définir des relations qui peuvent être féminins ou masculins ou un care qui ne serait pas genré, alors qu'il ne serait pas toujours appuyé sur le fait d'être femme pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc, un homme pourrait prendre soin des autres, il suffirait justement qu'il y ait… Alors, c'est ces constructions-là qui sont en cours actuellement dans le savoir et les théories féministes travaillent vraiment beaucoup là-dessus. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de voir la diversité des féminismes et de montrer à quel point cette diversité correspond à des cas particuliers. Actuellement encore, les 3/4 des femmes travaillent dans des emplois liés au care et qui sont dévalorisés. Donc, régler ou en tout cas aborder cette question du care permettrait de revaloriser le travail qui est fait par ces millions de femmes à travers le monde et de donner au care une valeur qui n'est pas celle qui est donnée actuellement. Et moi, je ne peux que m'empêcher de continuer juste Bonaventure. Comment je vais faire pour continuer la même idée? Après peut-être. Je vais poser une question simplement. Allez-y. Il n'est qu'un homme, alors il est négligé. Oui, c'est ça. Je ne suis qu'un petit homme. Voilà. La question, je crois que, il me semble qu'on est un peu passé très vite sur le féminisme d'État, ou du moins sur les relations entre l'État et le féminisme. Je crois qu'il faut arriver à qualifier l'État.
Et l'exemple qu'a donné Mme Cohen est tout à fait vrai pour le Québec, où l'État a été un lieu de construction d'un féminisme positif, on peut dire de cette manière-là. Au Gabon, quand on regarde, par exemple, et je parle sous le contrôle de Mangonet de Violonne, nous avons eu un moment où, je dirais, le président de la République est un homme. Comment dire, le Premier ministre est une femme, la présidente de la Cour constitutionnelle est une femme, il y a même eu la présidente du Sénat qui est une femme. C'est incroyable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans un système où les femmes ont la parole? Non. Je crois que c'est simplement, ce sont des apparences. Il faut arriver à déconstruire la nature de l'État, hein, et ce n'est pas parce qu'il y a des apparences qu'il n'y a pas d'impensé, qu'il n'y a pas de pratique, je dirais, de domination. Quand on connaîtra la nature même de l'État, on pourrait à ce moment-là mieux qualifier le féminisme et jouer pour permettre à ce qu'on progresse, si on peut progresser dans ce domaine-là. Pour moi, je suis moins optimiste que vous parce que ces combats, je les ai vus mener par d'autres, par ma mère, par d'autres femmes dans le pays, et on n'a pas bougé d'un iota. Certes, on a permis à ce que les femmes ne demandent plus l'autorisation de leur mari pour voyager, ou etc., etc. Mais enfin, on n'en est pas encore vraiment loin. Hein. Oui. Il y a une question, en fait, il y a une réaction à la réaction de Dom. Peut-être Dom va prendre la parole. Alors, donc, très rapidement, juste peut-être rappeler que ce que c'est que le féminisme ou ce que n'est pas le féminisme. Je crois qu'il me semble assez important de rappeler que le mot féminisme, en fait, aujourd'hui utilisé dans tous les pays, n'est qu'un mot chapeau, en fait, qui va permettre de fédérer les luttes de libération des femmes à partir de leur lieu d'énonciation avec leurs outils. Cela veut dire que je peux parfaitement me retrouver dans un village et avoir des femmes féministes qui n'ont pas à être en accord avec les pratiques féministes qui sont faites par des femmes qui sont universitaires. L'erreur, à mon avis, que certaines femmes commettent, c'est peut-être d'associer les compétences intellectuelles en termes de diplôme à ce que ça qu'être un profil féministe. Il y a aujourd'hui une sorte d'amalgame, à mon avis, où on crée une sorte de sectarisme, en fait, théorique, où on imagine forcément qu'une femme féministe serait un individu bardé de diplômes, qui aurait une capacité, alors là, magistrale, à parler de façon éloquente dans des langues reconnues comme étant des langues internationales. Or, moi, je vois et je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément de grands diplômes, mais qui ont des pratiques féministes au quotidien, parce que pour moi, le féminisme, c'est vivre en résistance dans un contexte patriarcal. Et n'importe qui peut être féministe, ayant lu ou pas de grandes théoriciennes sur la question, mais vivant en pratique avec, et il y en a au quotidien des milliers de personnes qui peuvent être des modèles de référence dans nos familles, dans la rue, dans nos quartiers, qui posent des actes politiques de résistance contre le système patriarcal. À partir du moment où on aura désacralisé les notions hors des élans universitaires, hors des espaces où on mesure l'importance des individus par rapport à leur diplôme universitaire, peut-être que là, on aura la possibilité de façon décomplexée de repenser des questions féministes, de repenser les luttes des femmes sans arrogance surtout. Parce que quand je parle de féminisme d'État, ce sont la plupart des personnes qui ont reçu des subventions d'institutions internationales et de gouvernements, qui vont aller dans des zones reculées, aller apprendre aux femmes rurales comment doivent-elles se comporter, alors que parfois, elles savent comment s'organiser au quotidien. Et ça, c'est important de réfléchir là-dessus. Donc, ce que je voulais dire assez rapidement. Ouais. Question dans l'auditoire, Omer? Oui, ben, je vais poser, c'est pour les deux intervenantes. Donc, merci pour vos merveilleuses interventions. En fait, j'ai beaucoup appris sur des, comme on dit, des points aveugles, mais j'aimerais, on parlait d'optimisme et de pessimisme, on peut reprendre la vieille formule de
le Gramsci, là, pessimiste de l'intelligence, optimiste de la volonté, là, qu'il avait repris à Roland. Mais un des apports théoriques qu'il amenait à cette question, c'est les enjeux stratégiques et tactiques entre justement les groupes qu'on pourrait identifier dans l'intersectionnalité face à ce qui est parfois trop identifié comme un patriarcat capitaliste, disons, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de rupture. Et donc, une des propositions de Gramsci, c'était aussi d'étudier le camp adverse, ses forces et ses faiblesses, pour mieux comprendre les identités intersectionnelles. Et puis, ça, je trouve que ce travail-là, il se fait, mais il ne se fait pas assez, je trouve. C'est-à-dire connaître son ennemi, là, vraiment, si on veut comprendre la nature de l'oppression, il se fait. Et l'autre problème, c'est évidemment qui était connu au Luxembourg, de Gramsci aussi et tout ça, c'était que, évidemment, ils sont généralement, on peut penser récemment aux droits des femmes aux États-Unis avec la perte du droit à l'avortement, ils ont suivi une stratégie de coalition incroyable pour mettre en place des juges, des gouverneurs, il y a un article qui est sorti, Gramsci in Florida, sur les républicains qui se réunissent. Donc, ils sont très à l'affût de leurs adversaires. En fait, ils sont moins ignorants qu'on le croit et ils adoptent des stratégies, en fait, pour renforcer leur hégémonie. Et j'aimerais entendre, tant au niveau international, mais qu'au niveau dans vos contextes spécifiques, au Québec, en Afrique, dans certains pays, comment vous voyez cet enjeu-là, cette question. Oui, c'est une. Il y a Josiane aussi. Oui, on va peut-être prendre quelques questions. La question de la professeure Josiane. Je crois qu'elle va terminer aussi parce qu'il nous reste environ 5 minutes pour terminer. Professeur Josiane? Ah, je parle, oui, d'accord. Je voulais rebondir sur, à la suite de ce que disait le recteur Bonaventure et que je trouve tout à fait pertinent et même avec de l'efficacité. C'est-à-dire s'interroger ce qui rassemblerait les efforts de combat ou de lutte autour, pas simplement de l'État, mais plus précisément sur la réforme du droit. Parce que le droit, je ne vais pas répéter ce que disaient les Romains du droit, mais il me semble que c'est la porte d'entrée pour pouvoir efficacement, au lieu de pleurnicher, de travailler à la transformation de la société. C'était une remarque, ce n'était pas une question. Je vous admire beaucoup, les deux intervenants, et je ferai remarquer à ma collègue Yolande que c'est bien de ne pas être découragé par comparaison avec l'Afrique de l'attitude de nos jeunes qui ni n'écoutent la radio, la télévision, le cinéma et qui sont juste préoccupés de danser, de faire des vidéos. Voilà. Il reste la question en suspens du maire. Oui. Est-ce que je peux essayer de non pas répondre, je pense que c'est une question très importante de la stratégie et la nature de l'État, la nature des rapports de pouvoir, de force entre les différents groupes et les stratégies à utiliser entre les groupes. Actuellement, je suis moins optimiste sur cet aspect-là. Actuellement, je pense qu'on est dans un très grand état de morcellement non seulement des luttes féministes, mais de toutes les luttes anticoloniales, etc. Et parce que, comme disait Odom, on est dans un monde cyber atomisé. Chacun est devant son ordinateur à essayer d'utiliser les ressources du mieux qu'il peut ou qu'elle peut, et que ce n'est pas évident parce que même quand on les utilise et qu'on essaye d'avoir une voix, on se la fait couper, comme elle le montre dans son papier. Alors, donc, pour ça, je trouve que c'est plus compliqué. Les partis politiques, habituellement, qui étaient le lieu
de l'investissement politique ne sont plus les vecteurs ni les véhicules à travers lesquels on peut se battre. Donc, il nous reste beaucoup, on est très atomisé, on est vraiment un peu comme… alors, dans ces conditions-là, je vois le mouvement MeToo, la manière dont il s'est regroupé, c'est un mouvement 2.0, hein, c'est un mouvement qui a été initié par les réseaux sociaux, avec tous les problèmes qu'Odom a soulignés. Ce qui fait que comment organiser une stratégie, ça se fait. Il y en a qui le font, il y a beaucoup de groupes qui interviennent dans les réseaux sociaux pour justement indiquer les termes à utiliser, les choses à ne pas faire, les organisations à suivre, les manifestations à faire. Donc, je pense que ça se fait, mais on est quand même encore au b.a.-ba de l'organisation du cyberespace. Alors, c'est ce que je pourrais dire. Alors, moi, je dirais que j'ai organisé ce cycle, alors je m'octroie le privilège de clore en revenant sur ce que je voulais absolument dire. Il y a Hubert qui a J'irai vite en disant qu'il faut s'interroger de façon urgente sur le rôle méconnu, non discuté des cloisons disciplinaires. Parce que, premièrement, ça coupe le réflexe de penser du retour du transversal. Quand vous parlez de tous ces discours qui sont atomisés, cloisonnés, le transversal et l'interdisciplinaire a pour objectif de les fédérer, de le ramener. Et lorsque, par exemple, les féministes s'interrogent sur les formes du masculin à l'intérieur de la construction du savoir, c'est bien beau que les féministes le fassent, mais avec les réflexions de spécialisation et de cloison, ça n'essaime pas, alors qu'il faudrait que ça soit systématiquement diffusé, un peu comme les révolutions en philosophie de la connaissance du 20e siècle, qui restent chez les philosophes, puis qui ne s'en vont pas là où ça devrait. Alors, ça, c'est urgent qu'on s'interroge là-dessus, on ne discute pas. Alors, j'ai voulu forcer la discussion. Là-dessus, je donne la parole à Bonaventure pour terminer. Il y a Hubert qui lève la main depuis longtemps. Ben, je pensais que vous aviez oublié de la baisser, chère Josiane, pardon. Pas moi, c'est Hubert qui a sa main levée. Hubert? Hubert? Non, c'est plutôt Josiane qui a sa main levée. Mais non, c'est devant ton icône. Bonjour Hubert, tu as une question? Bonjour. Aurais-tu une question? Non, je n'ai pas de question à poser. Mais alors pourquoi tu as levé la main? Non, je n'ai pas levé la main, Josiane. C'est Elle plutôt est là. vous qui avez levé la main. Mais non, il n'y a pas de… C'est un fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, nous avons des questions pour Odom. Quelques questions en salle? Oui, Non? s'il vous plaît, allez-y pour Odom, hein, c'est ça? Oui, allons-y. Allez-y. Question pour Odom, in extremis. Ma question, c'est en fait, c'est un peu par rapport aux commentaires par rapport aux zones rurales. Ça fait écho à ce que je disais en Colombie. Est-ce que les discours des femmes dans les zones rurales sont vraiment invisibilisés? Est-ce que tu entends, Odom? Peut-être me reprendre ça pour que je comprenne. J'ai l'impression qu'elle parle un peu loin, en fait. En fait, vas-y, quand même un peu plus fort. oui. Donc, c'est un peu pour répondre à votre commentaire sur les zones rurales qui fait écho un peu à ce que j'ai observé en Colombie, dans les discours des femmes dans les zones rurales qui sont plutôt invisibilisées, où est-ce qu'il y a les femmes qui viennent plus des villes, essayer de justement enseigner un féminisme qui est différent à leur expérience à elles. Et je me demandais, est-ce que dans les études sur le féminisme intersectionnel, on inclut et on observe la dimension rurale versus urbaine? J'ai pas bien compris la fin. Je voudrais savoir, est-ce que dans la dimension intersectionnelle, on inclut? J'ai pas. Les zones rurales et urbaines. Alors, normalement, alors, lorsqu'on s'est approprié l'outil ou la lecture ou la grille de lecture qu'est l'intersectionnalité, on comprend donc que tous les éléments doivent être inclusifs. Il n'y a pas d'une part certains corps qui devraient être écoutés et pas d'autres. Parce que l'intersectionnalité, c'est justement de tenir compte de toutes
les différences, de toutes les possibilités qu'il y aurait autant de discours que de corps et que de crédibilité. Donc, si les femmes, dans un espace spécifique, se retrouvent en minorité parce qu'elles ne sont pas écoutées, c'est qu'elles sont exclues. La personne qui va avoir une lecture ou une grille de lecture intersectionnelle devrait tenir compte de l'ensemble des femmes possibles et disponibles afin de les écouter pour qu'il y ait une réelle démocratisation du discours féministe ou du discours féminin. Donc, ne pas écouter des femmes qui sont en milieu rural en prétendant qu'elles n'auraient pas assez de maturité pour comprendre mieux qu'elles-mêmes leur réalité, c'est finalement pécher d'une autre exclusion dans les corps. Il faudrait pouvoir écouter tout le monde, s'armer de beaucoup plus d'humilité, justement, parce que les mouvements féministes font peur aux femmes des zones rurales parce qu'elles ont l'impression que, même dans le langage, le glossaire qui est utilisé échappe à plusieurs personnes. Il y a une sorte d'hermétisme du langage qui fait que tout le monde ne comprend pas que ces questions concernent toutes les femmes. On a l'impression, en fait, que être féministe, c'est être une personne bardée de diplômes qui va avoir un discours inaccessible aux communes des mortels. Et donc, on va exclure une autre partie de la population qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir le même langage que nous. Et pourtant, leurs actions, à partir de leur lieu d'énonciation, est aussi crédible que le discours de n'importe quelle personne. Donc, je crois que lorsque l'on utilise ou lorsqu'on a recours à l'intersectionnalité, on comprend que tous les discours se valent et sont crédibles à partir de son lieu d'énonciation. Donc, les discours des femmes rurales, à partir de leur réalité et leurs besoins, sont crédibles, au même titre que les besoins d'une universitaire qui parle à partir de son lieu d'énonciation de ses besoins. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais l'intersectionnalité, c'est vraiment ça. Tenir compte de tous les discours, démocratiser la parole pour que tout le monde ait son mot à dire. Voilà. Merci, Odom. Ces 3 étudiantes, en fait 4, vous êtes 3 ou 4? 4 étudiantes ont travaillé sur votre texte et elles vont maintenant procéder à… peut-être vous voulez en dire un mot, non? Oui, oui, c'est bien. On va vous écouter. C'est bien. Alors, vous voulez dire… Oui, allez. Vous pouvez venir ici. Vous voulez dire quelque chose, Odom? Oui, bon, allez-y, c'est très bien. D'abord, on a vraiment beaucoup apprécié la lecture de votre texte. Moi, je me demandais précisément, maintenant avec un peu de recul, si vous l'avez publié en 2020. Dites-lui le titre du texte parce qu'elle a publié plusieurs. C'est Femmes noires francophones qu'on a lu en classe. Puis on se demandait, je me demandais, maintenant avec un peu de recul, comment est-ce que vous navigueriez les interactions avec votre belle famille? Si c'est trop personnel… revenez. Mais non, ce n'est plus personnel à partir du moment où je l'ai publié. Il devient un patrimoine universel que tout le monde peut s'approprier. Alors, je peux vous rassurer que j'ai de très bons rapports avec ma belle-mère. Mais justement, ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'on peut avoir des contradictions et se comprendre chacune à partir de ses particularités. C'est ça qui est le plus important ici. C'est parce que nous nous aimons tellement que nous discutons aussi de nos différences qui permettent de mieux nous connaître, en fait. Donc, le livre, lorsque je le publie en 2020, c'est d'ailleurs une démarche politique, célébration du 60e des indépendances africaines, 50e de la francophonie, et j'ai 40 ans en 2020, et je me dis qu'il y a une série d'éléments qui s'alignent et qui font que je vais commencer à aborder ces questions-là. Et parce que je choisis aussi politiquement 2020, 40 ans, pour ouvertement assumer en fait que je suis féministe. Parce qu'avant 2020, avant d'avoir 40 ans, j'attendais d'être reconnue, d'être validée par la société, jusqu'au moment où j'ai compris en fait que je ne serais jamais assez validée par la société. Parce qu'il y a une série d'injonctions. Lorsque vous cochez une case, il y a une énième case qui s'ajoute, et ainsi de suite. Et vous vous dites, en fait, c'est le jeu du patriarcat. Jamais je ne serai assez valable et valide. Alors j'assume.
Donc, ce sont ces questions-là que je voulais aborder à ce moment-là. Évidemment, je croise aussi de façon intersectionnelle les questions associées au racisme, au patriarcat, et toutes voilà, les classes, tous les débats possibles qui me traversent et sur lesquels je travaille aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous remercie de m'avoir lu parce que ce n'est pas toujours évident. Bon, ben, formidable. Ça va, c'est bon? Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Dom, de répondre aux questions des étudiantes en surcroît. Je peux faire une annonce quand même. Et puis, c'est fini après ça. Après, on doit partir en break. Question, c'est quand même parce qu'on a une audience importante et avec des étudiants, on a un colloque au prochain congrès de la classe qui pourrait vous intéresser. Ça s'appelle Les droits des femmes et le cercle vertueux des impacts sociaux de leur respect, enjeu interdisciplinaire. On va continuer la conversation qui a été… Quand ça, la date? C'est le 10 mai. 10 mai, Le 10 mai à la classe le matin. Merci infiniment, merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier nos présentatrices aujourd'hui d'avoir joué le jeu. Merci à l'auditoire. À la prochaine qui sera le 12 avril, mercredi 12 avril, où nous aurons la séance de clôture, attention. Jean-Louis Roy, comment oublier? Comment l'oublier? Jean-Louis Roy, grand maître de la francophonie, et nous aurons aussi Flavien Onungwe, qui lui aussi fut maître de la francophonie auprès du président gabonais. Alors, à bientôt. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Odom, merci Yolande. Merci à vous ici, merci à vous. Je crois que Bonaventure peut encore ajouter un mot de la fin. Je voudrais vous dire, en philosophe, vous le savez, nous avons des petits mots simples. C'est, au fond, qu'est-ce que nous avons vécu là? Être, c'est penser, et penser, c'est être. C'est toujours un combat. Voilà, merci à tous. Merci Odom, au revoir. Merci à vous. Mais je vais ajouter quelque chose. Après la clôture, Allez ici. On m'a coupé le sifflet? Non, on n'a pas coupé, non. Écoutez, on prend 5 minutes. Nous sommes expulsés. C'est ça. Oui, mais c'est une minute. Et qu'après la séance de clôture, il y a quelqu'un qui nous n'allons pas chômer. Il va y avoir une séance spéciale qu'occupera Omer. Il va parler de Lukács, n'est-ce pas, Omer? Je crois que nous allons devoir nous parler à un autre moment. Je n'entends plus rien. On s'organise pour se parler de façon plus efficace. Merci encore. Au revoir. Au revoir à tous.